Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition, en cette soirée du samedi 30 novembre 2024. Dans les actualités de ce jour, une taxe de 5% sera prélevée sur les chiffres d'affaires émanant des commissions des opérateurs mobiles selon la loi de finances initiale LFI 2025, adoptée hier à l'Assemblée nationale. Le taux de croissance est également estimé à 5% en 2025, basé sur les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. Sur les 119 députés présents, 118 ont voté en faveur de ce projet de loi sans aucun amendement ni modification. Plus de détails avec Ruth Christelle Hakout-Malal. Suite aux discussions entre le ministère de l'Économie et des Finances et les opérateurs mobiles, des ajustements ont été apportés à la taxe les concernant avant la présentation du projet de loi devant la commission parlementaire dans l'intérêt du grand public. Ainsi, cette taxe a été modifiée. Au lieu de 0,5% sur les transactions supérieures à 150 000 ariages, elle était revisée à 5% sur les chiffres d'affaires obtenus par les commissions. Selon les précisions du ministre, aucun changement n'a été apporté aux frais d'envoi pour les montants supérieurs à 150 000 ariares et les opérateurs se sont engagés à respecter cet accord. Les recettes fiscales prévues pour 2025 s'élèvent à 5 628,4 milliards d'ariares, soit une augmentation de 21,39% par rapport à 2024. Par ailleurs, la Banque centrale a déjà mis en place des stratégies pour maîtriser l'inflation, a-t-elle poursuivi. En outre, la prévision de croissance du PIB reste fixée à 5%, reposant sur les trois principaux secteurs économiques. Par ailleurs, les dépenses courantes seront réduites de 764,6 milliards d'ariares, tandis que les investissements augmenteront de 3 745,4 milliards d'ariares. Hier soir, à Timbazaz, 118 députés sur les 119 présents ont adopté le projet de loi de finances 2025 sans amendement ni modification. Ensuite, les dispositions du projet de loi de finances initiale récemment adopté au sein de l'Assemblée nationale répondent aux priorités assurant la résolution des problèmes de la population. D'après les députés, le processus de développement de Madagascar se reflète dans les articles de ce projet de loi et le pouvoir exécutif a souligné la nécessité de la construction de nombreuses infrastructures dans les différents districts. Plus de détails avec Sylvain et Anzar. L'autosuffisance alimentaire, l'énergie, l'approvisionnement en eau, le volet social et la poursuite des infrastructures dans chaque district font partie des priorités du gouvernement et sont définies dans le projet de loi LFI pour 2025, ont indiqué les députés. L'engagement et les efforts du gouvernement en faveur du développement se reflètent dans cette loi budgétaire d'après ses élus. Par ailleurs, il convient également de noter la poursuite des projets présidentiels. De nombreuses routes seront construites dans toute l'île, selon le rapport des représentants, outre la construction d'infrastructures qui répondent aux besoins des populations à la base. Ce projet de loi de finances est passé par la suite auprès du Sénat pour validation. Dans un tout autre sujet, l'IECD, ou l'Institut européen de coopération et de développement et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la fonction publique travailleront ensemble pour la promotion du travail décent pour les jeunes malgaches ainsi que sur le développement de l'employabilité. L'IECD, qui est un centre assurant la formation professionnelle, l'orientation professionnelle et l'insertion professionnelle des jeunes, raison de la coopération entre les deux parties, qui a été signée hier à Boudvoun. Reportage. Environ 500 000 jeunes intègrent le marché du travail chaque année à Madagascar. La plupart d'entre eux sont encore confrontés à de nombreuses difficultés, notamment le fait de trouver un emploi en adéquation avec leur parcours universitaire. Il est donc important d'établir une orientation professionnelle pour les jeunes au sein des lycées. Ainsi, l'IECD et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la fonction publique a conclu un accord marquant une étape clé pour relever les défis liés au marché de l'emploi à Madagascar en associant l'expertise de l'IECD à la vision stratégique du ministère. Cette collaboration vise à renforcer les compétences professionnelles des travailleurs afin de les adapter aux besoins de recrutement, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.
Grâce à l'expérience de l'IECD, dans l'employabilité et son réseau de partenaires, les initiatives issues de cet accord offriront des opportunités concrètes aux jeunes et aux adultes en reconversion. Les actions déjà mises en place par l'IECD visent à améliorer les conditions les plus vulnérables en leur offrant les capacités et les moyens nécessaires pour intégrer le monde du travail. Des actions qui nécessitent aussi l'engagement des entreprises du secteur privé et des institutions ayant des postes à pourvoir. D'où l'initiative de créer un espace pour permettre et faciliter la mise en relation entre les jeunes et les entreprises, favorisant ainsi l'accessibilité des jeunes à des emplois de qualité. Cet accord de partenariat entre les deux parties a été effectué hier à Mbudvoun. Poursuivant dans la partie est de Madagascar, le tiers de la voie rapide reliant la RN2 au port de Touamas, longue d'environ de 10 km, est achevée actuellement. Le ministre des Travaux publics, Rafid Sanrichard, a visité jeudi le chantier. L'un des défis du ministère est d'achever cette voie rapide d'ici fin 2025 afin que les usagers puissent l'emprunter vers la moitié de 2026. Plus de détails avec Lou Vanantenen, Viva Touamas. La voie rapide RN2 en direction du port de Touamas, longue de 10 km, représente un élément essentiel pour le développement économique et logistique de Touamas, considérée comme la capitale économique de Madagascar. Les travaux progressent actuellement, avec plus de 30% des travaux déjà réalisés. Ainsi, un tronçon de 3 km est prêt à être goudronné. Pour garantir la durabilité de l'infrastructure et prévenir les risques liés aux conditions climatiques, notamment les cyclones, la route longeant le bord de la mer à proximité du port a été renforcée par des murs en pierre. Par ailleurs, plusieurs voies secondaires ont été aménagées sous la voie rapide afin de permettre aux riverains un accès facile à la plage, répondant ainsi à des besoins sociaux. L'entreprise Sinohydro, chargée des travaux, multiplie les efforts en travaillant jour et nuit pour respecter les délais. Selon le contrat initial, la livraison de l'ouvrage est prévue pour mai 2026. Cependant, le ministre, lors de sa visite à Touamas jeudi, a exprimé sa volonté de voir les travaux achevés d'ici décembre 2025. Cette accélération reflète l'importance stratégique et l'urgence de ce projet. À noter que le gouverneur par intérim de la région Atsinan, Andra Kudvau, a accompagné le ministre des Travaux publics lors de cette visite de chantier, témoignant de l'engagement des autorités locales dans le suivi et l'avancement de ce projet. Cette voie rapide RN2 facilitera les flux commerciaux entre le port de Touamas, principal point d'entrée et de sortie des marchandises, et la capitale grâce à l'axe RN2. En santé, 20 médecins issus de 9 régions de Madagascar ont bénéficié d'une formation en chirurgie essentielle. La remise de certificats pour ces derniers a eu lieu jeudi dernier à l'INSPC de Mamas. La formation a été conçue spécialement pour les médecins qui pratiquent dans des localités qui ne disposent pas encore de chirurgiens. À noter que dans le cadre de la politique générale de l'État, le ministère de la Santé publique œuvre pour améliorer continuellement le système de santé à Madagascar et le service de santé offert à la population sur toute l'île. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, un mois après les inondations qui ont fait 230 morts et des milliards d'euros de dégâts dans le sud-est de l'Espagne, la lassitude pointe chez les habitants des communes sinistrées où des rassemblements ont eu le vendredi 29 novembre en hommage aux victimes. Reportage sur les images de France 24. Des bougies pour rendre hommage aux morts. Ici à Paiporta, les flammes se comptent par centaines le long du canal de la ville. Il y a un mois, jour pour jour, les eaux en furie de ce dernier ravageaient la localité. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux victimes, aussi bien à celles qui sont parties qu'à celles qui sont restées sur place. Cet hommage est pour eux. Nous mettons une bougie pour eux et nous ne les oublions pas, car aujourd'hui nous sommes le 29, un mois s'est écoulé depuis la tragédie. Du recueillement, mais aussi et toujours de la colère. Non loin de là, à Al-Fafar, les habitants ont fait retentir sur leur téléphone le signal d'urgence utilisé lors des inondations. Une alerte lancée alors que les eaux ravageaient déjà la ville. Une faute majeure, selon eux, du président de la région, Carlos Masson. Quand cette sirène d'alarme a retenti, j'étais dans la rue avec de l'eau jusqu'au cou, comme beaucoup de mes voisins. L'alerte a sonné alors que de nombreuses personnes étaient déjà mortes.
Les dégâts considérables des inondations, eux, sont toujours visibles. La boue recouvre encore une partie des villes et les carcasses de voitures, hors d'usage, s'empilent sur les trottoirs. Le gouvernement central espagnol a lui annoncé une nouvelle aide financière de 16,6 milliards d'euros pour reconstruire la région sinistrée. Ensuite, la France prend acte de la résiliation de l'accord de coopération militaire entre le Tchad et la France annoncé jeudi 28 novembre par N'Djamena, mais entend poursuivre le dialogue avec ce pays du Sahel, a indiqué vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. France 24. Les militaires français vont devoir plier bagage au Tchad. Après avoir dû quitter le Mali ou le Niger notamment, la France devra fermer sa base au Tchad et plus largement revoir sa présence militaire au Sahel et en Afrique. Une nécessité et surtout une obligation désormais. Et le ministre des Affaires étrangères l'a dit à demi-mot lors de sa visite en Éthiopie. Nous procédons à un changement de posture militaire marqué par la volonté de reconfigurer nos partenariats en coordination avec nos partenaires africains afin qu'ils puissent être plus souples et en mesure de mieux répondre et de répondre plus rapidement à leurs attentes. Cette annonce du régime tchadien est intervenue alors que le ministre des Affaires étrangères venait de quitter justement le Tchad, où il visitait des camps de réfugiés soudanais. La crise au Soudan était d'ailleurs au cœur de la visite de Jean-Noël Barrot. Ce dernier aurait reproché au Tchad de laisser des puissances étrangères utiliser son sol pour fournir armes et munitions aux paramilitaires soudanais. Le ministre français a-t-il franchi une limite avec ses interlocuteurs tchadiens? Ce chercheur en est convaincu. Je pense que le ministre des Affaires étrangères français a dû contrarier ses partenaires tchadiens parce que la diplomatie tchadienne et les dirigeants tchadiens, depuis plusieurs mois, font des grands efforts pour montrer à la puissance du monde qu'ils ne sont pas le pendant local de l'intervention ou de l'ingérence de ces puissances étrangères dans la guerre au Soudan. Autre élément qui pourrait expliquer cette décision, des élections législatives se tiendront le 29 décembre et le président Mahamat Idriss Déby souhaitait envoyer un message aux électeurs, message visiblement bien reçu. Je pense que le gouvernement tchadien a raison de demander le départ des militaires français parce que le Tchad a déjà fait 66 ans d'indépendance et les militaires français sont là juste pour piller le sol tchadien, ils n'ont rien apporté. Difficile de déterminer avec précision ce qui a motivé la décision du Tchad. Une chose est sûre, la France, elle, perd sa dernière base militaire au Sahel et surtout un peu plus de son influence dans la région. Et seconde nuit de manifestation à Tbilissi, la Géorgie a annoncé samedi 30 novembre que 107 personnes avaient été arrêtées lors du deuxième jour de manifestation déclenchée par la décision du gouvernement de reporter les décisions sur l'adhésion de l'Union européenne en pleine crise post-électorale. Reportage signé France 24. Devant le Parlement géorgien, gaz lacrymogène et canons à eau pour disperser les manifestants. Une répression brutale selon le Conseil de l'Europe, alors que pour la deuxième soirée consécutive, des milliers de personnes se sont rassemblées ce vendredi dans la capitale Tbilissi pour protester contre le report par le gouvernement des négociations d'adhésion à l'Union européenne. La Géorgie n'a qu'une seule voie, c'est la lutte pour rejoindre le monde démocratique occidental. Le Premier ministre a unilatéralement dit non à cela et ce n'est pas possible. Jeudi, le Premier ministre géorgien avait annoncé repousser à fin 2028 les négociations avec l'Union européenne. Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, est accusé de vouloir plaire à Moscou quelques semaines après sa victoire contestée lors d'élections législatives où l'opposition a dénoncé l'ingérence de la Russie. Ce vendredi, la présidente pro-européenne a apporté son soutien aux manifestants. Sachez que nous sommes de votre côté et que nous le resterons jusqu'à ce que la Géorgie atteigne son but, revenir dans le chemin européen. Aujourd'hui, je peux dire avec confiance qu'un mouvement de résistance est né. Paris a apporté ce vendredi soir son soutien aux aspirations européennes de la population géorgienne, quelques heures après Berlin.
Nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de gens en Géorgie qui protestent contre le gouvernement. Et cela montre qu'une majorité de la population souhaite un avenir dans l'Union européenne. Selon le ministère de l'Intérieur géorgien, 43 personnes avaient été arrêtées lors de la première manifestation, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et après cette édition, vous allez suivre le film intitulé Armor. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.